Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va en très bonne thématique avec l'air ambiant dans lequel je filme. Je vais vous parler du froid, mais pas de n'importe quelle manière. J'avais envie de vous présenter 5 livres qui sont des livres d'imaginaire dans le sens large d'imaginaire, qui s'inspirent des peuples vivant dans les contrées de l'Arctique ou dans les pays très au nord, plutôt dans les régions du Groenland, de l'Alaska. Voilà, un petit peu ces peuples qui sont nomades, hein, on pense aux Samis, aux Inuits, à toutes ces populations autochtones qui ont un modèle de vie un peu différent d'une autre, même très différent d'une autre, qui affrontent des conditions météorologiques très importantes et qui font face malheureusement en premier lieu au réchauffement climatique. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 5 romans d'imaginaire qui sont inspirés de ces peuples-ci. Alors sans dire exactement on se réfère à tel peuple, mais plutôt on s'inspire de ces cultures-ci, notamment parce qu'il y a une autrice qui va revenir à 2 endroits, et vous savez de qui je parle parce qu'on n'a pas 36 000, qui est née en Alaska et c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicace juste ici. En février, on va tourner la page Salon du livre de Tournai, on va à la SF Connection à Colmar, on va à Normania à Rouen, et mars, il y a le Salon du livre de Bondu à Lille. Bondu, c'est juste à côté de Lille. Et on a aussi donc Trolls et légendes, le fameux, l'unique, en Belgique, à Mons, en parallèle, le Salon Fantastique de Paris. Le premier, c'est celui où on cite vraiment des populations, c'est inspiré de faits réels, tout en étant fantastique dans le sens qu'on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé, et qu'il y a une créature fantastique qui est inspirée de l'imaginaire, de croyances de ces tribus. Je vous parle de Terreur, qui a eu une adaptation, sous le Terror je crois, de notre cher Dan Simmons, inspiré d'un événement historique assez connu, surtout si vous aimez les histoires un petit peu étranges, d'une exploration avec 2 bateaux qui devaient traverser un Arctique et qui n'est jamais revenu au point de départ, et on a retrouvé les cadavres des bateaux et pas toujours les cadavres des marins. Voilà, sur place. C'est donc il y a eu beaucoup de théories sur le pourquoi du comment, et le livre aborde les principales, dont notamment le fait qu'il y avait des ressources avariées du fait de réduction de prix, c'est-à-dire que la compagnie qui a organisé ces voyages a acheté des boîtes de conserve pas ouf, et elles se sont pas conservées pas ouf non plus. Et dans ce récit, on va suivre donc cette exploration, son organisation, son capitaine, et le voyage. C'est un récit multi-point de vue avec plein de personnages différents, et au bout du récit, on va dire un petit peu avant le milieu, même vraiment avant le milieu, au début de l'aventure, il y a un personnage qui va repêcher, je crois que c'est un personnage de la communauté inuit, qu'une jeune femme qui a la langue coupée, qui peut pas parler, et qui agit assez bizarrement, qui est la seule femme sur le navire, donc elle a cette figure de sorcière séductrice, vous savez, les marins et les femmes, c'est toujours un peu compliqué, et qui semble être liée d'une certaine manière à la créature qui rôde autour des bateaux. Faut vous imaginer les bateaux qui avancent dans, vous savez, les brise-glaces qui craquent la glace, et cette créature qui rôde autour et qui va pas que faire que rôder à la fin. On sait jamais trop si c'est du fantastique. On va même voir des exemples dans le texte où certains personnages vont faire la rencontre de ce peuple, de voir comment ils vivent, leur accueil, leur peur, et un peu les secrets qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'une des théories majeures, c'est qu'il y a certaines personnes dont on n'a jamais rien retrouvé. Bon, c'est un peu compliqué hein, quand tu es aussi au nord, même si ça congèle bien et ça conserve bien, mais il y a des rumeurs comme quoi certains seraient allés se marier avec des filles de ces communautés et auraient fondé des familles. Donc on aborde un peu ça, et en fait c'est un peu un mélange d'aventure, d'historique et de fantastique, avec cette ambiance-ci qu'on voit assez peu en imaginaire. J'avais adoré, genre, c'est un livre où à créature aussi, où c'est super bien fait au niveau de de la terreur, vraiment. C'est parce qu'il y a un des bateaux qui s'appelle le Terreur aussi, mais dans le mode elle guette, on sait pas à quoi elle ressemble, et
plus on sait à quoi elle ressemble, moins ça nous rassure, voilà, sur la chose. Imaginez une grosse bête avec des griffes et tout. J'ai adoré ça, et en plus ce livre-ci, c'est un des rares livres où tu as la sensation de froid. Dedans, moi j'ai adoré Terror. C'était vraiment une claque. Il est assez épais, mais entre l'horreur, destin des personnages, parce que c'est pas la créature qui est forcément la plus horrible dans le texte, et vraiment je sais pas, c'est lourd, tu vois, tu as l'impression que la bête elle va nous sauter dessus à toutes les pages. Et le froid qui s'installe parce que les gens ont froid, ont faim, c'est un hiver qui est particulièrement difficile. Je vous conseille ce livre, et je n'ai pas vu la série, mais a priori c'était sur OCS. Elle était extrêmement bien, donc je vous la conseille. On va passer à d'autres petits livres qui sont plus ancrés dans l'imaginaire. Le premier qui me tombe sous la main, je vais vous présenter les 2 livres de l'autrice. Quand on parle, on va dire, d'Alaska, de tous ces pays très au nord, on pense à Megan Lindon, donc on pense à Robin Hobb, et j'avais envie de vous présenter Le Peuple des Reines, qui est peut-être le texte que je vous présente le moins. Robin Hobb, elle est connue pour l'Assassin Royal, mais c'est vrai qu'elle a écrit beaucoup de choses sur son vrai nom, et en général c'est lié un petit peu à sa culture. Et donc dans Le Peuple des Reines, c'est un texte que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu à l'adolescence. On suit une nuit Tilu, qui est guérisseuse, qui décide de fuir avec son fils Curle, qui est vraiment, Curle c'est le personnage principal dans mes souvenirs, un enfant étrange qui va tomber sous la coupe d'un chaman. Donc on a la dimension du chamanisme dans le texte. C'est un thème qui est très récurrent chez Robin Hobb d'une certaine manière. La jeune mère va essayer de planter sa petite tente quelque part pour vivre, et lors d'un accident elle va être découverte par une autre communauté qui va la prendre sous son aile, mais il va y avoir des accidents un peu étranges. Et tout porte à... le village va accuser le pauvre gamin parce qu'il est bizarre et étrange. Et elle va essayer de sauver son fils de tout ça. C'était un livre qui était très empreint de magie, de chamanisme, et c'est assez rare, et je trouve ça assez beau la façon dont c'est fait. La relation mère-fils est extrêmement touchante, parce que t'as autant l'histoire du gamin qui est rejeté de tous, qui est étrange, qui doit faire un petit peu son chemin dans la vie, et que tout le monde accuse alors que le pauvre il a rien fait. Et cette mère qui est assez jeune dans le texte, qui a perdu son époux et qui doit élever un enfant seul dans un monde où en tant que femme seule c'est pas safe. J'avais adoré ça. Donc il y a tout un truc avec les reines aussi, vous vous en doutez bien, dans le texte. Mais ce que j'avais beaucoup aimé, c'est pour ça que ça me faisait penser à ça, c'est que la vie dans le froid, la vie de cette communauté est vraiment très décrite. Alors que ça soit les vêtements, que ça soit les habitations, la manière de vivre, on voit que c'est clairement inspiré des peuples autochtones. Et j'avais adoré le mélange avec le chamanisme, parce que il fait assez flipper le vieux qui lui enseigne. Et Curleux, en fait, il a tout un truc avec les rêves et les voyages dans les rêves, et les visions qu'il a. Et c'est assez angoissant. De toute façon, tous les récits du froid que je vous présente là, quasiment tous, ont ce truc de... T'as l'impression qu'il y a un truc qui va te sauter dessus, tu sais, dans le froid, tu le vois pas venir. Et vraiment, il y avait ce côté-là que j'avais beaucoup aimé. Alors, c'est un récit, moi, j'avais lu à l'adolescence, et j'en ai un très très bon souvenir. Notamment, je sais que le personnage de la mère m'avait beaucoup touchée à l'époque, parce que j'avais pas lu beaucoup de fantasy, c'est toujours le cas, où les mères de famille et la thématique de la maternité est aussi mise en avant. Et même elle, en fait, elle va rencontrer d'autres hommes, et voir, en fait, en tant que femme, ce que ça implique et tout. C'était vraiment passionnant. Et normalement, à l'intérieur, donc c'est un intégral. Il y a deux textes, donc Le Peuple des Reines et Le Frère du Loup. C'était chez Pocket, je suis pas sûre que vous retrouverez, parce qu'il est un peu vieux, hein, celui-ci. Ce texte, il est sorti originalement en 1988, et pour l'édition Pocket, c'est sorti en 2013. Donc voilà, mais très très chouette au son. Tout ce qu'écrit Robin Hobb, c'est super. Mais ça, c'était très bien. Dans un autre genre, c'est un peu moins marqué dans celui-ci, mais... Parce que la créature fondamentale de celui-ci, c'est les harpies. C'est juste que les peuples qui sont décrits dans le texte, il y a une inspiration un petit peu, je trouve, de ces peuples-ci. Et l'ambiance est assez dans le froid. Je vous parle de Ki et Vendien, ça se voit aussi sur la couverture au niveau des tenues et au niveau aussi de l'apparence physique des personnages. Qui va subir un truc horrible. Elle va perdre son fils et son mari, qui vont être attaqués par des harpies. Et elle leur en veut, mais du genre, elle dézingue toutes les harpies qu'il y a sur son passage si elle peut. Et elle est ce qu'on appelle un peu une marchande itinérante.
Elle s'apparente beaucoup au peuple du... En fait, il y a un mélange, je trouve, dans ce texte, et je ne sais pas, parce que je ne connais pas assez cette culture pour savoir s'il y a une inspiration réelle ou pas, mais il y a un mélange, je trouve, des peuples du voyage et des peuples des pays du Nord, dans le sens que elle est marchande, elle a sa petite roulotte, elle va dans les montagnes apporter voilà, des denrées, ce genre de choses, et elle fait la rencontre de Vendien, qui est un jeune voleur qui va jamais là où on lui demande d'aller, et tous les deux vont partir pour plein de missions assez différentes. Et je sais que dans le texte, alors au-delà du fait qu'il y a énormément de pression sociale, parce que qui, dans mes souvenirs, elle vient plutôt d'un peuple du Nord et tout, mais son mari est plutôt proche c'est un autre peuple où on est plus proche de la communauté, on va dire, des gens du voyage, dans le sens que elle a beaucoup de pression sociale parce qu'elle est une femme, ça... Il y a tout un truc avec la pression de sa belle famille et tout, c'est un peu horrible dans le texte, la façon dont ça a apporté. Et elle va se libérer de ça. C'est juste que en fait, les descriptions physiques, la façon dont vivent les gens, même s'il y a des peuples qui sont sédentaires, on voit bien aussi qu'il y a un peu une inspiration des peuples du Grand Froid. C'est un peu un mélange de plein de références pour le coup, mais on voit que c'est très inspiré des paysages de l'Alaska, de la façon de vivre de l'Alaska, et vraiment c'est un texte... Il y a une grande histoire d'amour entre les deux personnages, mais qui est beaucoup plus complexe que ça. Tous les textes ne se valent pas voilà, en termes de qualité, mais c'est assez déchirant en termes de psychologie. Il y a des choses horribles, on voyage dans des mondes, vraiment c'est foisonnant d'inspiration, mais pour le coup, c'est pas à mon sens que Robin Hobb a écrit de mieux. C'est celui que j'ai moins aimé, je pense, de tout ce que j'ai lu d'elle, mais les personnages et les inspirations, on voit bien au niveau des mythes qu'il y a vraiment un melting pot, mais qui a quand même des références à tout ce qui est culture des pays nomades, parce qu'elle-même est une femme nomade et qui revendique aussi son héritage, c'est très important. Et j'avais beaucoup aimé ce côté-ci dans le texte, avec sa roulotte et comment elle est dépendante aussi de son travail et tout. C'est vraiment un très chouette texte, et voilà, c'est plus, je pense, un texte qu'à lire si vous êtes fan de Robin Hobb et que vous voulez un petit peu en savoir plus. Celui-ci, quand je l'ai lu, je me suis dit, il y a vraiment une grosse inspiration des peuples nomades, parce que ça parle de ça, et vraiment en termes d'esthétique, même des légendes, les créatures qui sont inspirées, quand tu fais un petit peu des recherches sur la mythologie de ces peuples, on retrouve les figures des géantes, les figures des sorcières, du chamanisme et ce genre de choses. Il s'agit donc le peuple des étoiles, La fille et les étoiles de Mark Lawrence, donc c'est le livre des glaces. Donc c'est une histoire, le premier tome est très chouette, après ça perd en qualité malheureusement. Elle s'appelle comment déjà cette jeune femme? C'est Yaz, c'est ça. Yaz, c'est une jeune fille qui vit dans un des clans qui régit un peu les peuples là où elle habite. C'est un peuple de l'Arctique, quoi. Il n'y a que de la neige, c'est la vie très très dure. Et tous les 5 ans, ou je ne sais plus tout, voilà, il y a un nombre d'années, ils réunissent les enfants du village, et il y a un énorme trou. Et ils poussent ceux dont l'espèce de chaman décide de dire qu'il n'est pas très bon pour la communauté qu'il est touché. Et pas de peau pour Yaz, elle a 17 ans, donc c'est la dernière année, voilà, ça c'est du genre elle pourra pas y repasser. Son petit frère, l'innocence même, est poussé dans le trou, et elle, contrairement à tous les autres, parce que pourtant elle avait une promesse de mariage, du genre elle avait sa vie de toute tracée, parce qu'en plus elle était plutôt estimée dans son peuple, parce qu'elle est badass et tout, va sauter dans le trou pour sauver son frère. Sauf que dans le trou, donc t'imagines la couche de glace, le monde d'en dessous est peuplé de créatures un peu effrayantes, dont on fait la rencontre très rapidement d'un géant cannibale. Voilà. Et après, ça va se perdre dans le tome 3, dans plein de choses qui remontent. C'est un peu la recherche aussi de la terre, on va dire, la terre promise, une terre verdoyante et ce genre de choses, mais il y a une grosse inspiration là-dessus, dans déjà l'esthétique, comme je vous disais, mais aussi dans les inspirations folkloriques. Toutes les créatures qui sont de ce bestiaire-là sont quasiment des créatures que tu revois
dans tout ce qui est lié au chamanisme. Et vraiment, elles font assez peur. Franchement, le premier tome, je trouvais qu'il faisait assez peur. Et c'est surtout un texte de libération de la femme face à la religion, face à l'autorité, face aux hommes. Il y a tout un contexte là-dessus. Et il y a aussi le fait de vivre. Voilà, elle a toujours vécu dans une terre hyper difficile où la culture est impossible. Je veux dire, la culture de la terre est impossible. Où voilà, elle se retrouve à devoir épouser machin pour survivre et tout, à la découverte d'un monde beaucoup plus moderne. Et en même temps, est-ce qu'elle regrette ou pas d'avoir découvert ce monde, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses négatives dans ce qu'elle découvre. Bref, c'est l'histoire d'une quête d'une sœur qui part à la recherche de son frère, mais en réalité qui va se trouver elle-même. Et il y a tout un délire après science-fiction avec de la machinerie et tout, donc là ça casse un peu le truc, mais le premier tome est vraiment cool en termes de mythologie, parce que les sorcières, c'est même pas Lovecraftien, mais il y a un truc de créatures assez abominables sous cette couche de froid où les humains sont minuscules par rapport à tout ce qui les entoure et sont des proies, et où la magie a quand même une sorte d'importance, hein, parce qu'il y a quand même voilà, une magie assez impressionnante, et où les chamans, parce que c'est un peu l'autorité religieuse, sont pas toujours des gens sympathiques. Voilà. Et enfin, un texte que j'avais beaucoup aimé, c'est un de mes préférés, c'est de l'autrice. C'est Les Loups Chantants d'Aurélie Wellenstein. C'est l'histoire, donc elle s'appelle comment la jeune fille? C'est Kira. Kira, c'est la reine des neiges du genre, elle a le malheur d'avoir une maladie qui lui couvre la peau d'une couche de glace. Et donc elle est en train de mourir, et son frère Yuri, qui adore sa sœur, part du jour au lendemain rejoindre un peu la civilisation et l'hôpital. Il faut savoir qu'eux, ils vivent vraiment dans une communauté, dans des tentes en peau, dans le froid polaire, et il n'y a pas de médecin, les chamans n'arrivent pas à trouver de solution, vraiment c'est désespéré, donc il n'y a que la science qui peut les sauver. Et donc lorsqu'il part avec son traîneau et ses chiens, il va être pourchassé par une meute de loups. Meute de loups qui tourne autour du camp depuis très très longtemps. Genre, faut pas s'éloigner du camp parce qu'il y a des gens qui disparaissent et qui pénètrent les rêves des hommes. Et la louve, qui gère un petit peu la meute, va donc essayer de rentrer dans les rêves du jeune homme, qui va lui dire qu'elle est son ancienne fiancée disparue depuis quelque temps. Et donc va essayer de tout faire pour qu'il n'atteigne pas voilà, son objectif de sauver sa sœur. Donc c'est un texte où il y a beaucoup de chamanisme et de mirages et de choses avec les rêves et ce genre de choses. On est dans le froid glacial, c'est-à-dire que le mec il est avec son traîneau et il y va. Et je sais qu'au début du roman, on est vraiment dans la description de la communauté, comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils arrivent à survivre et tout. Surtout que c'est une période qui est compliquée parce que c'est vraiment la période où il y a beaucoup de neige et ce genre de choses. Et la dureté de la vie là-bas. Il y a des scènes qui m'avaient beaucoup marqué, notamment il y avait une scène dans un espèce de truc délabré avec les loups qui le poursuivent. Je sais pas, ça m'avait énormément marqué, j'avais trouvé ça très beau, très triste, très poétique, comme la plupart du temps avec Aurélie Wellenstein, avec des vrais conflits intérieurs pour le personnage et une ambiance comme elle arrive à le faire, du genre il y a vraiment un truc dedans. Je n'avais pas retrouvé ça 50 fois, et tu vois, j'ai fait cette vidéo en pensant à ce livre aussi parce que c'est un des premiers livres que j'avais lu sur le sujet et j'avais adoré pour le coup, parce que c'est une ambiance particulière, et pareil, le froid tu le sens, et pour le coup il fait 250 pages, hein, c'est un roman assez court, mais ça te prend un peu aux tripes par la manière dont c'est raconté. Et puis Aurélie Wellenstein, même si parfois elle est éditée chez un éditeur young adulte, donc Scrineo, il y a des choses qui sont très adultes et très violentes. Alors c'est pas toujours explicite la façon dont c'est montré, mais genre les thèmes, la façon dont c'est fait, c'est... Voilà, le dieu oiseau et la scène du repas, on s'en souvient tous, donc il y a vraiment des belles choses à découvrir aussi chez Aurélie Wellenstein. Sur ce, n'hésitez pas à me recommander si vous avez des textes comme ça qui vous reviennent et tout, dans cette ambiance-ci. Après, j'aurais très bien pu vous parler, alors c'est pas trop en lien, mais ça m'a fait penser à tous les textes réécriture de Jack London, Balto et tout ça. Tous les textes de, vous savez, avec les gens qui sont avec des chiens de traîneau, il y a quand même pas, j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.